Bientôt 14h sur BFM TV. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h. Bonjour à tous. Bonjour Benjamin. Bonjour Fanny, bonjour à tous. À la une de l'actualité de ce dimanche, je suis la mieux placée pour battre Emmanuel Macron au second tour. C'est ce qu'indique Marine Le Pen ce dimanche sur BFM TV. Elle pense pouvoir l'emporter et se dit pas inquiète par la percée d'Éric Zemmour. On en parlera dans un instant avec Anne-Sora Dubois du service politique. De son côté, Édouard Philippe, qui a lancé hier son parti Horizon, annonce en une du journal du dimanche que la réélection d'Emmanuel Macron n'est pas acquise. Déclaration détonnante de celui qui se dit soutien loyal du chef de l'État. La maire de Canteleu, finalement remise en liberté, tout comme son adjoint. Aucune charge n'a été retenue contre eux. 19 personnes avaient été interpellées et placées en garde à vue dans le cadre d'un coup de filet anti-stupéfiant. Et puis football, après un euro raté pour la France, les Bleus prendront-ils leur revanche à Milan ce soir? France-Espagne, c'est l'affiche de la finale de la Ligue des Nations. Nous retrouverons Loïc Tanzi en Italie en direct dans ce journal. Marine Le Pen était l'invitée de BFM Politique à la mi-journée. Elle estime être la mieux placée pour battre Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle et dit ne pas être inquiète par la percée dans les sondages d'Éric Zemmour. David Dunal. Talonnée dans les sondages par Éric Zemmour, voire dépassée dans l'une de ses enquêtes, Marine Le Pen se montre sereine. Je ne suis pas inquiète par conviction et pas inquiète par expérience. À 6 mois, on sait très bien qu'on ne peut pas mesurer en réalité l'avis des Français. Je pense que les sondages sont un outil qui sont en réalité aujourd'hui défaillants. La candidate à l'élection présidentielle tient à se démarquer d'Éric Zemmour. Éric est un homme brillant, c'est incontestable. Moi, j'ai 2 constats au moment où nous nous parlons. C'est un, je ne vois pas la plus-value qu'il apporte par rapport à mon projet, si vous voulez, sur le plan de l'immigration. Je pense qu'il s'intéresse assez peu, en tout cas si j'en crois ses déclarations, assez peu aux fins de mois des Français. Marine Le Pen met en avant son expérience, désigne Emmanuel Macron comme son adversaire et martèle un nouveau slogan. Je vais rendre aux Français leur pays et leur argent. C'est par les questions sociales que la candidate du Rassemblement national tient à se démarquer. Pourtant, sur ce marché de Nice, difficile pour les électeurs de s'y retrouver entre Éric Zemmour et Marine Le Pen. Le président par intérim du Rassemblement national est interrogé par une habitante. C'est quoi la différence entre votre programme et celui de M. Zemmour ? Alors nous on a un programme. Pour l'instant Éric Zemmour n'a pas vraiment présenté son programme. Qui vous différencie ? Peut-être que dans la manière de faire, ça fait longtemps qu'on travaille à la rédaction d'un certain nombre de projets de loi. Voilà. Et puis, on a passé un peu le temps des provocations et ce qu'on faisait il y a 30 ans. Cette semaine, Marine Le Pen a appelé Éric Zemmour à officialiser sa candidature par loyauté vis-à-vis des Français. Anne-Sora Dubois du service politique de BFM TV est avec nous cet après-midi. Marine Le Pen, on l'a entendu, elle se dit confiante, pas inquiète à 6 mois de cette présidentielle face à la montée en puissance d'Éric Zemmour dans les sondages. Elle a raison ? Oui, elle a raison d'afficher sa sérénité. En tout cas, que ce soit sincère ou joué, c'est une stratégie politique indispensable pour elle. Aujourd'hui, rien ne serait pire que d'afficher de la fébrilité face à la percée d'Éric Zemmour. De toute façon, si elle montrait qu'il l'inquiète, elle aggraverait encore, effectivement, l'inquiétude que peuvent manifester aujourd'hui certains militants du Rassemblement national. Il faut absolument, stratégiquement, pour elle, afficher sa sérénité face à Éric Zemmour. Et d'ailleurs, elle a plutôt raison. En tout cas, il y a un certain nombre de points qui lui donne raison. D'abord, on vous rappelle qu'aujourd'hui, on est à 6 mois jour pour jour de la prochaine élection présidentielle et tout peut encore changer quand on regarde ce qu'était le panorama de l'élection présidentielle en octobre 2016. Rien ne s'est passé comme prévu et c'est un doux euphémisme que de le dire. La deuxième raison, c'est qu'il y a encore un certain nombre d'obstacles sur la route d'Éric Zemmour. D'abord, la question des parrainages. 500 parrainages à réunir pour pouvoir être en position de se présenter en 2022. Ça va être difficile pour lui parce qu'il a quand même une candidature très clivante et les parrainages sont rendus publics. Troisième raison, c'est évidemment le risque de la bulle. Éric Zemmour, pour l'instant, il est en ascension évidente dans les sondages, mais est-ce que ça va durer ? Est-ce qu'à un moment, il n'atteindra pas une forme de plafond de verre ? Et d'ailleurs, ça, c'est un peu le dernier argument qui peut donner confiance à Marine Le Pen, c'est que, je vous cite Éric Zemmour il y a 2 semaines, il a dit, le polémiste, je me fous de la diabolisation. Ça peut générer pour sa campagne ce qui a été longtemps un handicap pour Marine Le Pen, c'est-à-dire le fameux plafond de verre. Un certain nombre de
Français qui se diraient finalement Éric Zemmour, on peut pas voter pour lui parce qu'il est vraiment trop radical, il a une forme de candidature diabolisée beaucoup trop extrême. Et ça, à contrario, ça peut bénéficier à Marine Le Pen, un certain nombre d'électeurs qui pourraient se dire aujourd'hui décidément ou dans le futur, Éric Zemmour va trop loin et donc on va se tourner vers une candidature un peu moins radicale qu'est Marine Le Pen. En revanche, la vraie difficulté pour elle, c'est que ce type de montée de candidats un peu inattendu, ça peut continuer à instiller le doute dans la tête d'un certain nombre d'électeurs, voire de certains de ses proches, qui ont ce doute depuis le débat de 2017 face à Emmanuel Macron et qui se disent depuis ce débat, est-ce qu'elle, c'est vraiment la bonne candidate ? Alors à 6 mois de la présidentielle, il y a aussi une réaction qui fait réagir, c'est celle de Marion Maréchal hier. Regardez ce qu'elle disait, il faudra peut-être se poser la question à un moment donné de savoir qui est le mieux placé, c'est ce qu'a indiqué la nièce de Marine Le Pen. Marine Le Pen qui a réagi tout à l'heure dans BFM Politique, Anne, qui a ironisé face à la sortie de sa nièce. Oui, Marine Le Pen ironise parce qu'en réalité, elle c'est ce qu'elle fait depuis qu'on a vu ce rapprochement un peu particulier par médias interposés entre Marion Maréchal Le Pen et Éric Zemmour. Ils s'envoient des douceurs. Ils l'ont fait à Budapest lorsqu'ils sont allés voir Viktor Orban, lui disant de Marion Maréchal qu'elle est une fille formidable, elle répondant que c'est un homme qu'elle apprécie, qui est intéressant pour le débat public. On ne sait pas au juste quelle est la proximité réelle entre Marion Maréchal et Éric Zemmour, mais malheureusement, c'est à mettre dans la liste des dernières déclarations aussi qu'a prononcé cette fois non pas la nièce, mais le père de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, qui lui aussi a dit la semaine dernière « Je verrai qui est le mieux placé à l'issue du premier tour ». C'est peut-être pas tant une histoire politique qu'une histoire des relations particulières de cette famille, mais en tout cas, là encore, ça peut être une épine dans le pied de Marine Le Pen parce que ça peut continuer, encore une fois, à instiller le doute dans la tête de certains des militants du Rassemblement national. Et on sait qu'il y a certains militants du Rassemblement national qui se sentent plus proches d'une Marion Maréchal que d'une Marine Le Pen. Et pour cela, effectivement, encore une fois, ça peut être le doute. Est-ce que Marine Le Pen est vraiment la bonne candidate, surtout face à un candidat en pleine ascension comme Éric Zemmour? Merci Anne. L'ombre donc d'Éric Zemmour qui plane au-dessus du Rassemblement national, mais peut-être aussi des Républicains. Bonjour Gaël Perdriau, vous êtes le maire des Républicains de Saint-Étienne et vous publiez une tribune aujourd'hui dans le Journal du Dimanche, une tribune intitulée « Éric Zemmour, piège mortel pour les Républicains ». Qu'est-ce que vous entendez par là ? J'entends qu'il cherche à emmener les Républicains sur le terrain de la droite identitaire, sur lequel d'ailleurs nous avons aussi la responsabilité de nous être aventurés dès 2010 avec le débat qu'a voulu Nicolas Sarkozy sur l'identité nationale, qui selon moi a été une profonde erreur, qui a commencé à fragmenter la société, qui s'est aggravée par le fil des ans. C'est quand mon parti accueille en 2019 Éric Zemmour en lui disant « Éric, vous êtes ici chez vous ». Ça a été un coin supplémentaire enfoncé sur ce rapprochement que souhaite d'ailleurs que ce soit Marine Le Pen ou Éric Zemmour de l'union des droites, évidemment contre laquelle je m'inscris. Et puis dernièrement, le vice-président des Républicains, Gilles Platret, qui compare ce qui se passe dans notre pays à une épuration ethnique des Français. Je crois que c'est un chemin extrêmement aventureux qui nous rappelle l'excellente tribune de Philippe Solers il y a 25 ans, mais qui est malheureusement terriblement d'actualité, La France moisie, où ressortent les plus vils instincts qui nous rappellent des images bien sombres de notre histoire. Alors, Gaël Perdriau, que doit faire votre famille politique pour contrer la progression d'Éric Zemmour, notamment dans les sondages ? Eh bien, j'aurais aimé que Christian Jacob emprunte le chemin sur lequel je l'invitais en tant que vice-président des LR il y a déjà 2 ans, c'est-à-dire véritablement construire un projet, parce que je crois qu'aujourd'hui, notre principale faiblesse, elle est là. On recycle finalement des propositions des différentes campagnes présidentielles en faisant des mises à jour sur les chiffres, mais en ne s'attachant pas à véritablement les mutations profondes de notre société. En matière de travail, le débat, c'est pas de savoir si on va faire 32 heures ou s'il va en faire 40. Par l'arrivée du numérique, c'est la nature même du travail qui s'est profondément modifiée et qu'il faut prendre en compte parce qu'elle détermine notre système social, de santé publique, de système de retraite, de solidarité, sur la question des valeurs de la République, la laïcité, et ne pas tomber sur le fait que l'islam serait la cause de tous nos maux et nous emmènerait inexorablement vers les affres d'un pays qui n'a plus aucun avenir. Vous savez, je crois véritablement que nous faisons cette erreur et moi j'attends
de Christian Jacob, comme d'autres, parce que les Républicains, c'est certainement pas la voix de Gilles Platret ou la voix de ces identitaires qui cherchent à prendre la main sur notre parti. C'est cette voix humaniste dans la filiation des Philippe Séguin, de Jacques Chirac et bien entendu du général de Gaulle. Alors comment peut-on aller soutenir des Éric Zemmour, aller soutenir comme le font Ciotti ou Gilles Platret, qui cherchent plutôt une filiation au maréchal Pétain? Enfin, c'est absolument deux visions de la France qui sont totalement différentes, et c'est la raison pour laquelle je m'inscris en faux et que je défends ces valeurs humanistes, sociales, libérales et non pas néolibérales comme cherche aujourd'hui à nous imposer Éric Zemmour, mais également Emmanuel Macron sur le plan économique. Pour terminer, Gaël Perdriau, dans votre tribune, vous mettez en avant deux termes que vous mettez en opposition, le peuple et la foule. Éric Zemmour parle au nom du peuple, mais il s'adresse en réalité à la foule. Vous insistez beaucoup là-dessus. Pour vous, c'est un discours populiste, tout simplement, d'Éric Zemmour. Oui, vous savez, c'est Victor Hugo qui disait que souvent la foule trahit le peuple, et je respecte bien trop le peuple pour laisser effectivement croire qu'une certaine foule qui se laisserait, je dirais, emporter par le verbe et la diatribe d'Éric Zemmour, qui fait encore une fois de l'islam la seule raison, la seule cause du déclin de notre pays, qui est évidemment très réductrice, fait que oui, je crois au peuple, je crois à son intégrité, je crois aux valeurs d'universalisme de notre pays, et c'est la raison pour laquelle j'appelle les Républicains, pas seulement d'ailleurs ceux de mon parti, à un véritable sursaut en posant les vrais sujets auxquels sont attachés les Français, ceux que nous rencontrons tous les jours dans nos villes, sur les questions de l'éducation, comment on aide nos enfants à demain réussir leur parcours, comment on fait pour que dans notre pays où il y a 8% de chômeurs et plus d'1 million d'offres d'emploi, on se fasse rencontrer les deux, comment on fait pour que notre système de santé, qui on l'a vu, est aujourd'hui très affaibli pendant la pandémie, incapable de répondre aux besoins de notre société en raison des décisions politiques qui ont été prises. C'est de ça dont ont besoin les Français, et c'est à ça également que je veux contribuer. Beaucoup. Merci beaucoup Gaël Perdriau d'avoir été avec nous en direct sur BFM TV. Je rappelle que vous êtes maire Les Républicains de Saint-Étienne. Au lendemain du lancement de son parti Horizon, Édouard Philippe s'exprime lui dans le JDD. Il se confie sur ses projets, ses ambitions et ses objectifs, et il évoque 2022. La réélection d'Emmanuel Macron n'est pas acquise, estime l'ancien Premier ministre. Quant à Valérie Pécresse, elle est aujourd'hui à La Baule en Loire-Atlantique, la candidate à la candidature à droite qui a réagi notamment au lancement du parti d'Édouard Philippe. Voici ce qu'elle a pensé du discours de l'ancien Premier ministre. J'ai surtout entendu un réquisitoire extrêmement sévère contre Emmanuel Macron. J'ai entendu dire, Édouard Philippe, qu'il voulait remettre de l'ordre dans la rue et dans les finances publiques. Moi, ça tombe bien, c'est mon projet pour la France. Donc je pense que les électeurs qui veulent l'alternance à Emmanuel Macron, qui considèrent qu'il a mis du désordre dans la rue et dans les finances publiques, voteront pour la droite de gouvernement. Voilà pour la droite. À gauche, pendant ce temps-là, Anne Hidalgo propose ce dimanche une revalorisation du SMIC d'au moins 10 à 15%. C'est ce qu'elle a annoncé chez nos confrères de France 3. Anne Hidalgo qui est à la peine dans les sondages. Oui, la maire de Paris qui oscille entre 5 et 6%. C'est dans les dernières intentions de vote pour le premier tour, et qui doit officiellement être investie la semaine prochaine comme candidate du Parti socialiste. Payne Vasque et David Couloum. On va pas se faire écraser. Ne pas se faire écraser entre une gauche dispersée et une campagne qui ne décolle pas. Ce vendredi matin, dans cette école de Chasse-sur-Rhône en Isère, c'est une candidate discrète, certains diraient même effacée, que l'on retrouve. Allez-y, madame. Allez-y. Mais à force de se faire passer devant, Anne Hidalgo va-t-elle réussir à s'imposer? À peine arrivée, elle anticipe la question. Il faut qu'on ait des piliers, des choses qui nous rapprochent les uns des autres. Et ben c'est ça qu'on va porter. Voilà, c'est ça qu'on va porter. Comptez sur nous, on va être très déterminés à le faire. Déterminé, c'est aussi ce que nous dit Jean-François Debat, son coordinateur de campagne, dans un discours mi-gêné, mi-rodé. Elle reste déterminée, vous restez déterminé, il n'y a pas de plan B? Pourquoi rester? Bien sûr, vous plaisantez. Nous sommes engagés dans cette campagne. La vérité ou la soi-disant réalité du mois de septembre-octobre n'est jamais
celle du mois d'avril. Alors en attendant le mois d'avril, ce sont les militants PS qui font un peu de bruit pour tenter de combler un manque de ferveur. Dans cette librairie du quartier de sa jeunesse, dans le 9e arrondissement de Lyon, peu de lecteurs s'étaient déplacés, mais là encore, Anne Hidalgo ne se laisse pas impressionner. On va y aller, on va y mettre l'énergie, la détermination. Tout à fait, tu peux compter sur les militants du PS et sur d'autres. Et sur d'autres. Parce qu'il faudra d'autres. Hein. Au-delà. Et pour ceux qui la verraient bien abandonnée, elle fait passer un message. C'est quand le concours? C'est en avril-mai. Ouais. Bon, on aura à peu près le même concours. Hein. Bon courage. Bonjour Madame Hidalgo. Voilà. Alors si la route est encore longue, ses proches nous l'assurent, Anne Hidalgo les a toujours surpris. Nous vous parlions hier de cet énorme coup de filet anti-stupéfiant à Cantleux, près de Rouen. 19 personnes, dont la maire de la ville, avaient été placées en garde à vue. Nargis Hadji, vous êtes sur place pour BFM TV. Nargis, la maire ainsi que son adjoint ont été finalement remis en liberté. Aucune charge n'a été retenue contre eux. Exactement, les deux élus ont été remis en liberté, aucune charge n'a été retenue contre eux. Ils sont donc sortis après 30 heures d'interrogatoire. On le rappelle, ils faisaient partie donc de ces 19 personnes placées en garde à vue. Et ce que l'on sait, c'est que les 17 autres personnes placées en garde à vue, selon nos informations, il y a une partie qui a été présentée devant le juge d'instruction et l'autre partie, à l'heure actuelle, est toujours entendue par les enquêteurs. Nous avons discuté avec les habitants de Cantleux, qui nous disaient être soulagés car ils étaient sous le choc, d'avoir appris que la maire étaient en garde à vue. Ils sont donc soulagés que cette garde à vue ait été maintenue, arrêtée. Et en revanche, aussi, il y a certains habitants qui nous ont dit qu'il y avait malgré tout un réel problème de drogue dans cette commune. On le rappelle donc, Mélanie Boulanger était soupçonnée d'avoir facilité le trafic de drogue dans sa commune à travers son rôle de maire. Et pour le moment, l'avocat de Mélanie Boulanger nous a fait savoir que la maire compte donc s'exprimer, mais pas tout de suite. Elle a besoin de repos aujourd'hui et donc un point presse est prévu demain. Merci Nargis Hadji pour ces précisions avec Nassim Gomri. David Cormand, lui, ancien secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts et élu municipal de Cantleux, et il a réagi à cette remise en liberté. Là, la bonne nouvelle, c'est que ce réseau, il a été démantelé, donc il faut retenir cela. C'est un très gros réseau, il faut le rappeler. C'est un très gros réseau qui rayonnait sur toute la Normandie, mais également au-delà, sur tout l'ouest, visiblement, de la France. Donc c'est important quand il y a une victoire contre les trafics. Après, je pense qu'il faudrait se poser d'autres questions sur, par exemple, la légalisation d'un certain nombre de drogues, comment on concentre les moyens de police, mais c'est pas le temps aujourd'hui de poser ces questions. Et moi, encore une fois, je crois qu'il faut tous ces quartiers populaires, comment l'État les aide davantage, comment on considère davantage ces populations. Il ne faut pas réduire ces quartiers, ces villes, uniquement à la question des trafics. C'est autre chose qui s'y passe dans ces villes. J'espère que la maire aura l'occasion, suite à cette épreuve difficile, à parler de cela aussi, parce que ça vaut le coup qu'on en parle. Allez, on parle sport à présent du foot avec la finale de la Ligue des Nations Espagne-France ce soir à Milan. Les Bleus qui restent sur une très belle victoire 3-2 face à la Belgique. Loïc Tanzi, vous êtes à Milan pour BFM TV et RMC Sport. Loïc, à quelle composition d'équipe peut-on s'attendre côté français ? Il ne va pas y avoir énormément de changements de la part du sélectionneur Didier Deschamps pour ce match. Ce soir, cette finale face à l'Espagne. 2 changements attendus dans cette équipe de France. La présence de Presnel Kimpembe qui va faire son retour en défense centrale dans une défense à 3 qui va remplacer Lucas Hernandez dans cette défense côté gauche. Et au milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni, 22 ans, qui va jouer au milieu de terrain à la place d'Adrien Rabiot. Lui qui est touché par la Covid, testé positif avant-hier à Turin, qui est resté à Turin du côté de cette équipe de France qui est venue, elle, à Milan. Et cette équipe de France qui va tenter de décrocher la première Ligue des Nations de son histoire. Un titre inédit pour les Bleus qui sont champions d'Europe et champions du monde dans leur histoire déjà. Et Hugo Lloris l'a dit, ça n'a pas la même saveur qu'un Euro et qu'une Coupe du Monde, mais quand même, ça peut permettre de construire l'avenir sereinement. L'avenir, c'est la Coupe du Monde 2022 au Qatar, où l'équipe de France va tenter d'aller décrocher une 3e étoile. Merci beaucoup Loïc Tanzi. À suivre donc ce soir, ce sera effectivement à Milan. Allez, on parle d'autres images à présent, des images impressionnantes toujours de sport avec ce Français Arnaud Gérald, et il est descendu à moins 116 mètres de profondeur. Rien que ça, ça lui a permis de remporter forcément le titre mondial en poids constant bipalme Ara. C'était en Turquie, une performance toute proche du record du monde qui était à moins 118 mètres. La plongée du Marseillais a duré 3 minutes
20 secondes. C'est impressionnant. Incroyable. Bravo à ce. J'arrive pas à m'arrêter de respirer plus de 20 secondes. Il faudra s'entraîner. Bravo Arnaud Gérald. On continue à parler de sport, mais via à présent le pass sanitaire, puisque le pass sanitaire continue de diviser, notamment dans les clubs de sport amateurs. Depuis le 30 septembre, les mineurs doivent présenter, vous le savez, leur pass pour participer aux compétitions. Et une obligation qui a des conséquences, contraintes administratives, baisse du nombre d'adhérents. Le contrôle des QR codes tourne parfois au casse-tête. Maëva Lamy, David Couloum et Nicolas Carme. Dans ce stade, c'est un rituel, le contrôle des passes sanitaires. Pas le choix, les enfants comme les parents ont dû s'adapter. Moi, je suis déjà vacciné, moi. D'accord. Moi, on m'a fait tester avec un bâton. Et c'est ça tous les vendredis? Ouais, à peu près. Une contrainte pour les licenciés, mais aussi pour les fédérations. Christelle Ferry, présidente du club du stade de Gargenville, a pris des mesures. Nous, l'infirmière, elle vient tous les vendredis, 18h30, elle vient et elle teste tous nos enfants et tous nos adhérents qui ne sont pas vaccinés pour qu'ils puissent faire leur match le dimanche. Et du coup, je passe mon vendredi soir ici jusqu'à 21h pour faire tester tous ceux qui veulent se faire tester. Le nombre d'adhérents a tout de même diminué, comme le déplore Julien, responsable des jeunes du club de Gargenville. Les gens au début ne voulaient pas trop revenir. Les risques, c'est de mettre des forfaits sur certains matchs parce qu'il n'y a pas assez de joueurs. Au bout de 3 matchs, c'est un forfait général. Donc on va voir, on est dans l'attente. Même constat à Avignon. Olivier Deremaux, directeur du club Avignon Sport Loisirs, évoque une baisse de 40% des inscrits depuis la rentrée, avec des conséquences sur la santé des adolescents. Le fait qu'il y ait moins d'effectifs cette année au niveau des jeunes dans le sport vient se rajouter à des mois de confinement qui ont eu des conséquences sanitaires et sociales. On le constate sur, par exemple, la prise de poids ou les capacités motrices des enfants, notamment. Le pass sanitaire est en vigueur jusqu'au 15 novembre prochain et pourrait être prorogé au-delà de cette date. À suivre sur BFM TV, que pensent les catholiques du rapport de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église et du secret de la confession? Nous avons interrogé certains fidèles ce matin à Paris. Vous entendrez leurs réponses dans le prochain journal.